Un désert du Sahara qui reste comme une frontière infranchissable au milieu des possessions françaises en Afrique. Car de l'autre côté de l'immensité brûlante se trouve le Soudan français, en Afrique occidentale. Mais grâce à la concurrence acharnée que se livrent deux grands industriels de l'automobile, il va bientôt être possible de réussir, autrement qu'à dos de dromadaire, cette périlleuse traversée saharienne. C'est André Citroën qui le premier va s'attaquer à l'incroyable défi. Quelle meilleure publicité pour la marque qu'il a créée que de mettre au point le premier véhicule tout-terrain et de le lancer à l'assaut du désert algérien. Citroën expérimente son étrange machine à chenilles dans une friche qui borde son usine. Et en décembre 1922, à Tougourt en Algérie, l'expédition transsaharienne Citroën s'élance. Destination Tombouctou et le fleuve Niger. « 3200 km en 8 étapes à travers les dunes de sable d'un Sahara hostile. Après 22 jours, l'équipée Citroën atteint la mystérieuse et mythique Tombouctou. Pour la première fois, des hommes motorisés ont relié l'Algérie au Soudan français. Mais le succès de Citroën sera de courte durée, car Louis Renault ne compte pas se laisser dépasser. Il met donc au point un véhicule de 10 chevaux à 6 roues qui part à l'assaut du Sahara en 1924 au départ de Colomb-Béchar. Plus solide, plus rapide, les 10 chevaux de Renault atteignent Gao au Soudan en quelques jours à peine. La démonstration est si probante que les militaires français choisiront les véhicules Renault pour équiper leurs troupes coloniales plutôt que les fragiles autochenilles Citroën. Surtout, c'est Renault qui sera autorisé à ouvrir les premières lignes commerciales transsahariennes qui feront la jonction entre l'Algérie et l'Afrique occidentale française. Mais pendant que les explorateurs Renault paradent dans les rues d'Alger, André Citroën est déjà en train de préparer sa revanche. C'est lui qui va gagner la bataille de la communication grâce à une idée folle. Traverser cette fois le continent africain tout entier. Une épopée humaine sans précédent de 20 000 kilomètres qui prend le nom de croisière noire. L'expédition embarque bien sûr un cinéaste dans ses bagages, Léon Poirier. Poirier et Citroën veulent un film à la gloire de la grande œuvre française en Afrique. Les explorateurs et leurs engins s'élancent au son d'une fanfare militaire qui joue la casquette du père Bugeaud, du nom du conquérant de l'Algérie. Et les 8 voitures s'éloignèrent par la piste du sud vers la grande aventure. Mali, Niger, Tchad, l'Afrique occidentale française, puis l'Oubangui, en Afrique équatoriale. Les spectateurs sont fascinés par l'expédition scientifique et ethnologique à la découverte des peuples africains les plus éloignés. C'est un peu plus loin, au cours d'une reconnaissance au cœur même de la forêt vierge, que la mission découvrit l'état le plus primitif de la vie humaine. Cet étrange petit binôme était un mamvouti ou pygmée, être humain dont la taille ne dépasse pas 1,30 m. Une expédition qui se termine dans l'océan Indien, sur l'île française de Madagascar, où l'ensemble de la petite communauté européenne de la colonie
est rassemblée pour fêter les prestigieux visiteurs. Des visiteurs qui, comme il se doit, fleurissent pour la séquence finale du film de Poirier, la statue du général Gallieni, qui avait imposé dans le sang le drapeau français à Tananarive. Dans les cinémas Gaumont, le succès de La Croisière noire sera phénoménal.